impérialité. Le peuple souffre. Beaucoup de nos compatriotes n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les prix ont pris l'ascenseur. Dans les supermarchés, c'est la même scène de désolation. Les paniers ont remplacé les caddies. Aujourd'hui, des milliers de familles vivent au crédit. Face à cet effritement de leur pouvoir d'achat, l'attente des Mauriciens était grande. Ils s'attendaient à des mesures budgétaires fortes pour améliorer leur pouvoir d'achat, pour contenir, voire baisser les prix des produits dans les rayons. Un éditorialiste avait même titré « Un budget diabète ». On s'attendait tous à un budget sirop, mais en fin de compte, ce budget laisse un goût amer pour beaucoup. Certes, il y a eu plusieurs mesures positives dans ce budget, à travers les transferts directs, 1 000 roupies par-ci, 2 000 roupies par-là, mais selon moi, ce gouvernement aurait pu faire mieux. Il aurait dû faire mieux. Le ministre des Finances disposait d'une marge de manœuvre confortable. La MRE avait déjà annoncé les couleurs en publiant les chiffres records de revenus récoltés en termes de taxes. 151 milliards de roupies. Plus de 10 milliards de roupies sous forme de contributions sociales généralisées. Ajoutez à cela 30 milliards de roupies dans les special funds et 35 milliards de dettes publiques additionnelles, principalement en devises. Avec tout cet argent à sa disposition, on peut donc se poser la question. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a-t-il pas augmenté la pension de vieillesse, la pension des veuves, des handicapés, des orphelins à 13 500 roupies, comme promis dans leur manifeste électoral? L'année dernière, la Social Contribution and Social Benefit Act avait été amendée précisément pour permettre le paiement de social benefit jusqu'à 4 500 roupies à partir du 1er juillet 2023 aux retraités ayant atteint 65 ans. À la page 258 des estimates de l'année dernière, sous le vote 27-210, on pouvait lire que le CSG Benefit, Social Benefit, pour l'année 2022-2023 serait de 2,2 milliards de roupies. Mais par contre, pour 2023-2024, ce qui était prévu dans les estimates de l'année dernière, c'était d'augmenter le social benefit de 2,2 milliards à 10,13 milliards de roupies. Et en 2024-2025, ce chiffre aurait passé à 10 milliards 500 millions. Vous avez déjà prévu, Monsieur le ministre, l'année dernière, d'augmenter la pension de vieillesse à 13 500 roupies à partir de 2023. C'était un acquis. Certains pensaient même que vous alliez faire mieux dans ce budget et annoncer une pension de vieillesse à 13 500 roupies pour tous les retraités à partir de l'âge de 60 ans. D'autres pensaient que vous allez augmenter la pension à 15 000 roupies à partir de 65 ans. Mais au lieu de tout cela, vous augmentez la pension de vieillesse que par 1 000 roupies. Que par 1 000 roupies, alors que, par exemple, pour les salariés qui touchent moins de 25 000 roupies, la contribution, le social benefit pour eux est 2 000 roupies, soit le double de ce que toucheraient les retraités, les veuves, les handicapés et les orphelins. Pourquoi? Pourquoi ce changement de politique? Nos grands dimouns ont le droit de le savoir, Monsieur le ministre. Nos retraités qui sont handicapés sont doublement déçus, dans la mesure où, depuis des années, ils plaident pour le maintien de leur pension d'invalidité en sus de leur pension de vieillesse. Les besoins et donc les dépenses d'un handicapé ne sont pas les mêmes qu'une personne ne souffrant d'aucun handicap. Alors pourquoi supprimer leur pension d'invalidité une fois arrivés à l'âge de la retraite? N'ont-ils plus besoin d'une assistante particulière après 60 ans?
Et en passant, quand est-ce que ce gouvernement compte-t-il venir de l'avant avec le Disability Bill tant attendu? Qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour modifier les bâtiments publics pour permettre un meilleur accès à nos frères et sœurs qui souffrent d'un handicap motrice? Quand est-ce que ce gouvernement va-t-il enfin respecter ses engagements sous les diverses conventions internationales concernant les droits des handicapés? Quant aux automobilistes, la déception s'est vite transformée en colère. Seulement 5 roupies de réduction sur 1 litre d'essence et pas de réduction sur le prix du diesel. Que représente 5 roupies aujourd'hui? Comme dirait l'autre, le prix d'un gâteau pima, d'un badja? C'est une honte. Pendant 22 jours, notre concitoyen Nishal Jairam a fait une grève de la faim pour que les prix du carburant baissent. La STC et le gouvernement sont restés impassibles. L'augmentation du prix des carburants a eu un effet boule de neige sur les prix. Augmentation du prix des carburants équivaut à augmentation du coût de production qui ensuite est répercuté directement sur le consommateur. Même quand ce gouvernement n'a plus eu besoin des 2 roupies pour l'achat des vaccins pour le Covid, ils n'ont pas baissé les prix des carburants. Même qu'ils ont enlevé le prélèvement d'1 roupie pour le Covid Solidarity Fund, ils n'ont toujours pas baissé le prix des carburants. Et pourtant, le prix des carburants n'a cessé de dégringoler sur le cours mondial. Je vous cite les chiffres officiels de la State Trading Corporation publiés dans leur communiqué de presse. De mai 2022, lorsque la STC décide de fixer pour la première fois le prix du litre d'essence à 74 roupies et 10 sous, jusqu'à mai dernier, mai 2023, le prix de l'essence, selon les chiffres publiés par la STC, a baissé de 23,6%. Une baisse de 23,6%, mais aujourd'hui, le prix de l'essence ne baisse que de 5 roupies, soit moins de 7%. C'est une arnaque. Pire, de mai de l'année dernière à mai de cette année, le prix du diesel sur le cours mondial a baissé, toujours selon les chiffres publiés par la STC, il a baissé de 35% sur le cours mondial. Mais à Maurice, aucune baisse du prix du diesel. On nous a répété ad nauseam que, soi-disant, on ne pouvait pas baisser les prix des carburants parce que le Price Stabilization Account était déficitaire de 4,7 milliards de roupies. Mais dites-nous, comment aujourd'hui vous pouvez baisser le prix des carburants? N'y a-t-il plus de déficit dans le Price Stabilization Account? Et si vous avez pu le faire aujourd'hui, alors pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Après tout, c'est le ministre du Commerce qui fixe les prix des carburants à travers les regulations. Un simple regulation leur a permis de baisser et les prix du diesel et les prix de l'essence. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi ce gouvernement a choisi de ne pas baisser le prix des carburants. En une réponse à un PQ de mon ami l'honorable Ritesh Ramphal le 16 mai dernier, le ministre du Commerce, l'honorable Sudesh Kalitchen, déclarait à la Chambre que depuis juillet 2022 jusqu'à ce jour, le gouvernement a récolté, vous savez combien d'argent en termes de TVA, excise duty et autres prélèvements sur les produits pétroliers en une année, en l'espace d'1 an? Combien? 10,8 milliards de roupies. Vous avez bien entendu, 10,8 milliards de roupies qui sont sortis des poches des contribuables. Telle une punaise qui vous avait ponctué 10,8 milliards de roupies des poches des contribuables. Et vous osez parler de caring government? Vous auriez pu baisser le prix des carburants. Vous auriez dû baisser le prix des carburants. Cela aurait soulagé la population, mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous n'avez cessé de taxer les pauvres gens. Et le plus chagrinant, c'est que
Aujourd'hui, dans ce budget, vous ne vous attaquez pas à la racine du mal. La cause principale de l'augmentation des prix, c'est la dépréciation de la roupie. Comme on paie nos importations en devises, forcément, une dépréciation de la roupie augmente considérablement le prix des produits importés. En décembre 2014, lorsque le MSM prend le pouvoir, le dollar américain s'échangeait à 31 roupies l'unité. Aujourd'hui, ce même dollar se vend à 46 roupies, soit une dépréciation de 48%. Sous votre régime, notre roupie a perdu la moitié de sa valeur. Un billet de 1000 roupies aujourd'hui que vous donnez à nos pauvres retraités ne vaut plus que 500 roupies de 1914. Mais pourquoi une telle dépréciation? Pourquoi notre monnaie a perdu 50% de sa valeur? Vous avez vous-même déclaré que, dans le budget, que les recettes touristiques atteindraient les 80 milliards de roupies cette année, paragraphe 149, et que nos exportations de biens et services sont élevées à 320 milliards de roupies, paragraphe 25. Avec une telle entrée de devises, notre roupie aurait dû s'apprécier. Mais pourquoi les importateurs se plaignent toujours d'un manque de devises sur le marché? Pourquoi? La réponse est simple. Parce que la Banque de Maurice n'intervient pas suffisamment sur le marché pour vendre les devises et soutenir la roupie. Pire, la politique de la roupie faible et la dépréciation de la roupie est délibérée. La réalité, c'est que notre Banque de Maurice fera faillite si l'on ne déprécie pas la roupie. Pourquoi? Parce que ce gouvernement a dévalisé la Banque centrale. Il s'en s'est servi comme ATM, comme guichet automatique, pour lui prendre, dans un premier temps, 78 milliards de roupies de ses Special Reserves. Et à ce moment, je me souviens très bien, au niveau de l'opposition, nous nous sommes opposés à cette mesure. Nous avions prévenu le gouvernement qu'une telle décision aura un impact direct sur la valeur de la roupie. Et malheureusement, nous avons eu raison. Ajouter à ces 78 milliards de roupies le transfert de 80 milliards de roupies de la Banque centrale à la Mauritius Investment Corporation. Ce qui fait en tout, la Banque de Maurice a perdu 158 milliards de roupies. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la roupie se déprécie car la Banque centrale n'a plus les moyens de défendre notre roupie nationale. Mais dites-vous bien que la dépréciation de la roupie ne fait pas que des malheureux. Ah non! Si la dépréciation de la roupie a un impact considérable sur l'augmentation des prix et donc sur notre pouvoir d'achat, la dépréciation de la roupie a aussi permis au gouvernement de renflouer ses caisses. Quand les prix augmentent, la TVA aussi augmente. Les revenus records de la MRA, ce n'est pas la croissance économique réelle, mais c'est dû à la dépréciation de notre roupie. Donc, dépréciation de la roupie égale augmentation du coût de la vie, mais égale aussi plus de revenus pour l'État. La question maintenant, c'est de savoir si les mesures budgétaires annoncées vont renverser cette tendance. Est-ce que ce budget, par exemple, prévoit des mesures pour stabiliser la roupie? Je ne parle même pas d'appréciation de la roupie, je parle seulement de stabilisation. Non. Est-ce que ce budget va augmenter les entrées de devises? Je l'espère, mais j'en doute fort. Est-ce que ce budget va diminuer nos importations? Là aussi, je suis très pessimiste. Le déficit dans notre balance commerciale risque même de se détériorer davantage. Par contre, selon les estimates, à la page 481, l'année prochaine, ce gouvernement prévoit d'encaisser des revenus d'un montant de 176 milliards de roupies, soit 25 milliards de roupies de plus que cette année, une augmentation de 17%,
la plupart en termes de taxes indirectes, TVA, qui va sortir des poches des contribuables, y compris des poches de nos grands dimouns, des poches des orphelins, des veuves, des handicapés. Donc on peut, malheureusement, je dis bien malheureusement, car j'espère que je me trompe, malheureusement, notre roupie continuera à perdre de sa valeur et les prix continueront à prendre l'ascenseur. Et c'est probablement la raison pour laquelle le ministre des Finances a choisi de ne pas annoncer le taux d'inflation qu'il prévoit pour l'année prochaine dans son discours. Quel aveu de taille, mais aussi quelque part une lâcheté, cacher la vérité délibérément. Car le ministre des Finances a déjà prévu que le taux d'inflation sera d'au moins 9% l'année prochaine. Il ne l'a pas dit dans son discours, mais quand on regarde à la page 7 des estimates, le GDP deflator sera de 9% pour l'année prochaine. Donc, le ministre des Finances prévoit que les prix vont augmenter d'au moins 9% l'année prochaine. C'est pourquoi j'ai commencé mon discours en disant que les transferts directs de 1 000 roupies ici, 2 000 roupies là-bas, risquent bien vite de se volatiliser avec une augmentation prévisible du coût de la vie. De toute façon, c'est clair que ce gouvernement vous donne de la main droite, ce que le gouvernement vous donne de la main droite, il le reprendra avec intérêt de la main gauche à travers la TVA et autres taxes. En parlant de taxes, le ministre des Finances a annoncé une réforme où chacun paiera moins d'impôts, income tax, qu'il en paie aujourd'hui. Mais ce qui s'est bien privé de préciser, c'est que les plus gros bénéficiaires de cette réforme fiscale sont sans conteste ceux qui ont un revenu imposable de plus de 3 000 roupies, de plus de 3 millions de roupies. Leur taux effectif d'impôt passe de 25% à 20%. D'ailleurs, selon les estimates, il y aura une baisse dans le montant d'impôts collectés l'année prochaine. Et l'honorable Gobin, qui a parlé avant moi, a osé de traiter ce budget de budget socialiste, un budget où les plus grands bénéficiaires sont en vérité les riches et les ultra-riches qui deviendront encore plus riches suite à la réforme fiscale de ce gouvernement. Face à la dépréciation de la roupie, la Banque centrale a décidé d'augmenter le taux d'intérêt à plusieurs reprises sur un court laps de temps. Ainsi, le repo rate est passé de 1,85% à 4,5%. Cela n'a malheureusement pas eu de grand impact sur la valeur de la roupie, qui a continué à se déprécier. Par contre, l'augmentation du taux d'intérêt a eu un impact considérable sur les petites et moyennes entreprises et surtout sur les ménagers. Aucune mesure n'a été annoncée dans ce budget pour aider les petites et moyennes entreprises et autres entreprises qui ont des difficultés à repayer leurs dettes suite à l'augmentation du taux d'intérêt. Par contre, afin de soulager les ménages touchés par la hausse des taux d'intérêt, le ministre des Finances a annoncé 1 000 roupies par mois seront accordées aux personnes qui ont contracté des prêts allant jusqu'à 5 millions de roupies pour l'achat de leur logement. Cela est nettement insuffisant. D'abord, il n'y a pas que des ménages qui ont un home loan qui sont touchés par l'augmentation du taux d'intérêt. Tous ceux qui ont fait des achats à tempérament, hire purchase, tous ceux qui ont pris des crédits barrés, leasing, tous ceux qui ont pris un emprunt pour financer les études de leurs enfants ou pour se faire soigner, tout ce beau monde aussi sont touchés par l'augmentation du taux d'intérêt. Selon moi, le gouvernement aurait mieux fait de négocier avec les banques commerciales pour une révision de leurs marges. Ces mêmes banques qui font des profits par milliards et qui sont les premiers à bénéficier
de toute hausse dans le taux d'intérêt. Ces banques qui bénéficient d'une fiscalité allégée, ils ne paient que 5% d'impôts, tenez-vous bien, seulement 5% d'impôts sur les premiers 1,5 milliard de revenus. Ces banques qui ont bénéficié aussi indirectement du soutien de la MRC accordé aux grands groupes endettés, qui leur permet à ces groupes de rembourser les prêts bancaires à coût de centaines de millions de roupies. Je pense sincèrement que ces banques auraient pu revoir leur marge à la baisse dans un élan de solidarité. Mais bon, après tout, le ministre des Finances n'est peut-être pas aussi socialiste qu'on le pense. Hein. Il doit aussi veiller aux intérêts des banques, comme d'ailleurs il a si bien fait en plaçant des milliards de roupies des special funds dans des dépôts bancaires au lieu de les placer dans du bons du Trésor. Le drame dans ce budget, c'est l'absence de mesures phares pour relancer l'économie. Aucune idée nouvelle, aucune innovation, n'en déplaise, honorable Gobind, aucune vision. L'année dernière, vous aviez annoncé que la MIC donnerait 5 milliards de roupies aux petites et moyennes entreprises à travers un Venture Capital Fund. Durant vos sum-up, ayez au moins la décence de nous dire combien de ces 5 milliards de roupies ont été déboursés par la MIC aux PME. There are no new measures for the SME sector. Last year, you announced that DBM had earmarked 5 billion rupees for the SME sector. Tell us how much of these 5 billion rupees has actually been disbursed by DBM to the SMEs. The only new idea here in this budget seems to be the decision of DBM Bank to write off long outstanding loan for more than 20 years. What a joke. The Honorable Attorney General is here. I'm sure he can tell you that under the Civil Code, interest on loan is time-barred after 3 years. You're talking about loan outstanding for 20 years. You can't recover interest after 3 years. And every personal action is time-barred after 10 years. If someone has not paid DBM for 10 years, you can't recover the money. It is time-barred after 10 years, and you're talking about relieving loan outstanding for 20 years. What we say in our good Creole, défonce la porte ouverte. No new measures for the manufacturing sector. In fact, the only reason why our export went out is because the depreciation of the rupee, and as ably explained by Honorable Ramphal, because there was transshipment, there was re-exporting of goods without any actual manufacturing taking place in Mauritius. Nothing new about the pharmaceutical industry. MIC was supposed to invest 1 billion rupees in the production of pharmaceutical products and medical devices. What happened? What happened to the project to produce vaccines locally? Échec sur échec? The strategy of the blue economy for this government is today reduced to throwing some crumbs to fishermen. And yet we have so much exclusive economic zone. There's nothing in this budget about the exploitation of our continental shelf with Seychelles. Nothing about exploration of minerals and other marine resources. There's also absolutely nothing new regarding our African strategy. The special economic zone has been announced several times in the past, but nothing has materialized to date. Do you remember when you set up the MIC, you announced that the MIC was supposed to have earmarked 10 billion rupees to invest in African projects? How much of these 10 billion rupees have actually been spent on African projects? Probably zero. The chartering of vessels to serve la route de l'Inde et la route de l'Afrique orientale, announced last year, is not operational. This was a very good project, and MEXA is still
advocating for its implementation. But clearly, the Mauritius Shipping Corporation does not have the expertise to carry out such a project. More disappointedly, perhaps, there is nothing about the development of our container port. Port services falls directly under the purview of the Honourable Prime Minister as Minister for External Communication. Today, our port services are so bad that major shipping lines are choosing to bypass Mauritius. I'm sure the Honourable Prime Minister, who is not present, must be aware of the Container Port Performance Index 2022 published by the World Bank. Out of 344 ports, do you know the rank of Mauritius? Out of 344 ports, we are 327th. Can you realize what it means? 327th out of 344 ports. In the African area, we are 30th. There are 29 other ports in Africa, in the continent, which is more efficient than us. Djibouti is way in front of us, at the 26th position. Even a port like Mayotte fares better than us. What a shame. The main reason for our poor performance is inadequate port infrastructure. The master plan for the harbour has never been implemented, and now it is so outdated that we need a new master plan. On top of that, labour dispute over salary increases and improvement in working conditions at the level of the Cargo Handling Corporation is having a demoralizing effect on workers, and this is also affecting adversely their productivity. The former chairperson of the Mauritius Port Authority, who is none other than one of the advisors, one of the many advisors to the Honourable Prime Minister, Mr. Sanjeev Gaur-Baran, in an interview highlighted the difficulty that he faced when he tried to improve matters in the port. And this comes from one of the advisors of the Prime Minister. And yet Mauritius is so ideally located between Asia and the African continent. Our port can accommodate large container vessels, which smaller African ports cannot. Transshipment and put-through services ought to have been a major component in the development of Mauritius. And with the development of the port, there would have been the development of other services, such as brokerage, insurance, freight forwarding services. Sadly, this does not seem to be a priority for this government. During the COVID-19 pandemic, we became conscious of our vulnerability as an island when we shut our borders. Food security became a major issue. Produce more that we eat and eat more that we produce. But nothing in this budget, nothing new, only a rehashing of what was said in the last budget. So much so that the Honourable Minister for Agriculture did not mention a word in his one-hour speech about food security. There's nothing to promote agro-industry on large scale. No innovative measures. And you want to know one innovative measure we could have easily introduced? The promotion of vertical farming and integrated farms. There's also nothing in this budget to encourage cattle breeding and livestock production on a large scale. The subsidy on animal feed, when given, because I'm told that not every breeders get that subsidy, is insignificant and certainly not attractive enough to keep down the breeding costs. Rodrigues have a great potential, but you know how difficult it is today for farmers in Rodrigues to export their livestock to Mauritius? Every year, our Muslim brothers and sisters slaughter around 7,000 cattle for Eid al-Adha, Qurbani. And every year, they have to wait for the last minute to know the price which they will have to pay. And then there's a rush to get the cattle, if they are able to get the cattle then. There is a general feeling that as a result of the monopolistic position of the main importer of cattle, customers end up being fleeced.
and there's only 3 weeks left between Qurbani, and we still don't know what will be the price fixed for meat. Earlier, the Honorable Vice Prime Minister announced in the Star newspaper that the Mauritius Meat Authority would import 1,200 cattle. Is this still on? Can he give the guarantee that there will be no shortage of cattle for Qurbani? But all these problems would not arise if we had sufficient cattle bred locally. And if our government encouraged local breeders and come up with the right incentive, I am sure that we can be self-sufficient in the production of meat, be it beef, lamb, goat, or pork for the local market. But again, unfortunately, this does not seem to be a priority for this government. What is the priority of the Minister of Finance? His priority is every year to give us a lesson in geography in his budget speech. Every year it is the same thing. He reads out a list of flood-prone areas and tells us that he will invest billions of rupees to make these places safer. And every year, government MPs tap la tab when they hear the name of a region in their constituency. But do they realize what they are doing? Do they really realize what they are celebrating? Let's just look at last year's list of regions covered on the National Flood Management Program. It is at paragraph 226 of last year's budget speech. And let's compare this to the list announced at paragraph 210 in this year's budget. And you will see the number of regions that are common in both. And what does it mean when a same area was announced last year and is announced again? It means that despite having the funds, government has still not constructed drains in flood-prone areas. It means that people living in those flood-prone areas are still suffering each time there is a heavy rainfall because government has not constructed drains. Last year, the Honourable Minister of Finance said that he earmarked 3.8 billion to continue the National Flood Management Programme. Tap la tab. Do you know how much has been spent? It is in the estimates, page 511. It was estimated for 2022-2023 that 3.8 billion will be spent. Revised estimate for 22-23, that is the actual spending. You know how much it is? Not 3.8 billion, only 2 billion. Only 2 billion spent out of 3.8, which means almost half of the amount earmarked has not been spent. And you're uploading? You're given 3.8 billion, you spend only 2 billion, people don't get their drain in their region, and you upload? One of the flood-prone areas, which is both in the list, last year's list, this year's list, is Trang Ba, which happens to be in my constituency. Each time there is heavy rainfall, the water comes down from the Pus mountain, floods all those houses along its path until it reaches the canal, and then it goes and ends up in the sea. Earlier this year, in the last week of January, our capital city was flooded. The pictures of cars trapped in the rising water level went viral. The Honourable Prime Minister decided to visit Valley Piteu. He visited Valley Piteu and received wide coverage in the press, and of course on NBC TV, as he bragged about the construction of drains in Valley Piteu. But less than 1 kilometer away, in Trang Ba, at the very same time, dozens of families were in refugee centers as their houses were flooded once again because this government chose not to build drains in Trang Ba. And the Honourable Prime Minister, head of the so-called caring government, did not find it fit to pay a visit to these distressed families in Trang Ba, which were only at less than 5 minutes drive from where he was. Why? Habitants Trang Ba trop failles? Aren't they also citizens of this country? Don't they pay tax like everybody else? And how dare you call Jimmy Carter? The measure of a society is found in how they treat their weakest and most helpless citizen.
Back in January, these families in Trangbor were weak and helpless, and you did nothing for them. You should be ashamed of yourself. Continuez taper la table when people are suffering in flood-prone areas. And we find the same thing when it comes to construction of community centers and sport facilities. Again, the Minister of Finance enumerates a list of places during his speech where he will construct soccer pitches, gardens, markets, health tracks, even gymnasiums. And again, if you compare the list to what was announced last year, you will see very much the same place mentioned in on both lists. And again, whenever they hear the name of the region in their constituency, the MPs for the government, again, frantically applauded. But when we look at the estimates, it's at page 505 of the estimate. Under infrastructure development program to 22-23, amount earmarked 614 million. Amount spent only 189 million. Not even a third of the budgeted amount. And when we scroll down to the heading sport, recreation, arts and culture, amount earmarked in the budget, 107 million. Amount actually spent, 58 million. Hardly half of the budgeted amount. So please, if there is a next budget for this government, do yourself a favor. Don't glorify your incompetency and failure to deliver on your promises. Before ending my speech, I would like to quickly comment on one or two measures announced in the budget. First, the revenu minimum garanti de 15 000 roupies. I understand that the employer will still pay only 11,575 rupees, which is the current minimum wage, and 2,000 rupees will be paid as social benefit, which makes a total of 13,575 rupees, and therefore government will pay only a maximum of 1,425 rupees to top it up till 15,000 rupees. So far, so good. But what happened next year? What happened next year when, in January, there would be a salary compensation? Let's assume that the amount for next year will be the same as the amount for this year, which is 1,000 rupees. Will the employees get 16,000 rupees, le revenu minimum garanti de 15 000 roupies plus les 1 000 roupies de compensation salariale, or will they get only 15,000 rupees and the government will end up paying only 425 rupees instead of 1,425 rupees? I would be grateful if, during his summary, the Honourable Minister of Finance can clarify this point. Next, the grant of 20,000 rupees to everyone reaching 18 years old as from 1st January 2023. When I told this measure to my daughter, who will turn 18 in a few days' time, she was absolutely thrilled getting 20,000 rupees when she will turn 20. But when I told my other daughter, who is 19, about this measure, can you imagine her reaction? Why only 18 years old get 20,000 rupees? Why not me? What about other youngsters that are 19, 20 or older? Doesn't the government feel that they also deserve a help to start a new chapter in their life? And you will all do well to remember, that these 19-year-olds, these 20-year-olds, they too will be first-time voters at the next election, and they will surely remember what you did to them in that budget. Mr. Speaker, in its electoral manifesto, the MMM in 2019, in its electoral manifesto, we did not promise 20,000 rupees for 18-year-olds. We promised 5,000 rupees every month to every unemployed youngster till the age of 25. This was our vision for people, youngsters who were unemployed. Give them 5,000 rupees. And do you know, when we announced this measure,
what was the reaction from the government? From someone who today is minister? He went on Iron News in a debate. There was Honorable Veda Balamuji, there was Honorable Arvind Boulel. You know what he says? I will quote it in Creole and then translating. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce programme comme MMM dit là. Donne Zénès là 5 000 roupies, après les slifs masse. Give the youth 5,000 rupees and let them use the money to smoke ganja. He's not in the M cycle, unfortunately, but he knows. I have the recording if anyone wants to hear it. The other measure I would like to comment is on the Workplace Child Care Center for companies employing more than 250 employees. Very good measure. But may I dare say, what about our biggest employer, the state, government? How many child care centers will you build for civil servants and employees of the public sector? I have gone through the budget estimate, I can't find anything. Or is it a case of fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais? Or are civil servants different from other mothers? And the same applies to the decision for listed companies to have a minimum of 25% of women on their board. Again, a very good start. And we should really be aiming at parity. We should break the glass ceiling. We should get rid of the sticky floors. But what about public bodies and parastatal bodies? Tell us, since 2014, how many women has this government appointed as chairperson of a parastatal body? Other than the wife of the Honorable Deputy Prime Minister, who is the chairperson of SICOM, I don't know anyone else. I don't know anyone else. Maybe all those who have uploaded, all those MPs who have uploaded will come and give us a list of all the women that has been appointed as chairperson or even as board members on all the parastatal bodies. A final word before I end on the decision to pull down Emmanuel Antil building. May I know what would happen to all the civil servants who work there? And what happened to all the ministries that are located there? I really hope that this decision is not part of a scheme to move the administrative center away from Port Louis. At least have you carried out a socio-economic impact assessment of such a decision? Les Port-Louisiens sont très inquiets. Vous avez déjà tué les courses de chevaux et le champ de Mars. Maintenant, vous voulez en finir avec Port-Louis comme centre administratif? What next? Do you also intend to change our capital as well? Move it to Côte d'Or, perhaps? Ce budget vient à peine quelques jours après le renvoi injustifié et injustifiable des élections municipales. Le gouvernement sait qu'il allait prendre une raclée dans ces élections. C'est un budget de fin de règne, une tentative désespérée de leurrer un électorat désormais hostile à son égard. Mais le peuple n'est pas dupe. Il a très bien compris votre malin jeu. Il a très bien compris que vous n'avez aucune solution à leur offrir, aucun espoir à leur donner. Vous êtes à bout de souffle. Seul un nouveau gouvernement, avec une nouvelle équipe et des nouvelles initiatives, pourront leur rendre leur pouvoir d'achat et améliorer leurs conditions de vie. Merci.